Pour rappel, sélection naturelle. Porte 6, 7 et 8. C'est un métier, Vincent, d'animer. Le virage est en partie fermé pour ce match et le match prochain. Donc, pour rappel, les portes 6, 7 et 8 durant 2 à 36. Donc, Mehdi, tu n'es pas concerné parce que je suis pas. Et non, parce que je suis passé en CDI 35 heures, du coup, j'ai pu monter de 10 rangs. Et du coup, je suis pas concerné. Je vais arrêter de te faire des relances. Je sais pas pourquoi je te parle. Je vais lire mon texte. Non, je suis pas concerné. Écoute, on verra si j'y vais ou pas parce que c'est vrai que je suis pas venu depuis longtemps, mais c'est vrai que je vous le dis depuis un moment sur la conversation. Moi, la fin de saison, ça fait un moment qu'elle m'intéresse moyennement. Donc, voilà. J'irai par plaisir vous voir si vous y êtes avec grand plaisir et voilà. Il y a quand même de passer des bons moments. Exactement. Donc pour rappel, vous avez la possibilité de racheter des places en quart de virage nord-est en balcon L01, donc ça correspond à l'est et en latéral nord 02B et 02C. Chaque match est à 15 €, un pack à 25 € est disponible. On a vu les Indians qui ont aussi communiqué dessus pour pouvoir replacer les supporters abonnés via les Indians. Il y aura aussi une ambiance qui sera garantie comme il y avait pu avoir l'an dernier contre le Havre, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas contre la, pardon. La fermeture était suite au Havre. Ouais, au Lorient. C'était Lorient, oui. 30 ans, oui, c'est Lorient, oui. Oui, parce que je me suis rappelé que Makengo était joueur pro de foot professionnel. Le grand sur le terrain. Ah oui. Ouais, pour me rappeler les moyens mots techniques. Donc oui, là pour le coup, mais pas Boigard. On a pu échanger exactement. On a pu échanger avec Clément, le président des Indians, sur le fait que le remplacement avait été mieux fait avec le club pour garantir une ambiance plus optimale, on va dire. Exactement. Et le compte combien de places sur X nous rappelle que nous informe plutôt que le prêt d'abonnement est à nouveau disponible. Voilà, ça avait été suspendu sans de communication d'ailleurs du TPC. Tu veux que je te le prête, Vincent? Non, c'est bon, c'est gentil. Par contre, on n'a pas une estimation de l'affluence. Non, pas. Pour le coup, c'est un petit peu compliqué de remettre avec les remplacements. Ils sont tous comme médias en plus. Non, mais j'ai peur que la fin de l'année ça baisse un petit peu. Quoi. Tu vas baisser autour des 20 000. Quoi. Bon, t'as encore quelques gros matchs encore qui arrivent. Sur le calendrier, il y a Lille. Ouais, voilà ce que je veux dire. Le calendrier qu'on évoquait, il y a Lille. Tu sais que tu vas avoir du monde. Ouais, c'est un match sympa. C'est une équipe qui, elle, joue la qualif en Ligue des Champions, donc forcément. On n'a que 7 points de retard sur Lille. Oui, je sais, mais après on va me dire que je suis fou. Mais la saison Mais tu es fou. La saison est terminée là. Bref, non, on pourrait faire un débat ça. On fait pas chaque semaine de débat, est-ce qu'on joue l'Europe ou est-ce qu'on joue plus l'Europe? En même temps, tu deviens un peu schizo. Tous les 3 matchs, tu peux le refaire. Vincent, on les a tous éliminés un par un pour faire des débats un peu sérieux. C'est pas pour nous remettre ça sur la table avec Mehdi, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y en a un qui a parié un resto, il est pas là. Voilà. Le point sur le point sur l'infirmerie, on a Rest qui est de retour. Carles disait en conférence de presse aujourd'hui qu'il postulait une place dans le groupe. Donc on n'a pas encore d'informations de est-ce qu'il sera titulaire ou pas. On en parlera juste après. Aboukal reste absent et on a Magritte suspendu. Donc Rest est le seul retour finalement de blessure. Messieurs, on va s'attarder un petit peu sur cette composition du TFC. Déjà commencer avec ce débat-là. Du coup, messieurs, Rest ou Hog pour vous? Bon, pour moi, il n'y a pas de débat. Si Rest est effectivement disponible, il y a quand même une hiérarchie. Même si je félicite totalement Hogg pour son intérim, qu'il a effectivement plutôt très bien géré. Je ne vois pas une seule seconde de Guillaume Rest continuer du moins aller sur le banc et que cette situation en plus se prolonge parce que effectivement Hogg, parce que je l'ai entendu ça effectivement que Hogg méritait plus de continuer que Rest, mais à un moment donné le foot c'est aussi du business. Je vois pas une seule seconde notre plus grosse valeur marchande aller sur le banc jusqu'à la fin de saison. Mehdi? Oui, et d'autant plus quand tu as moins de choses à jouer. Oui, non, pareil. Évidemment, je pense qu'il fera jouer Guillaume Rest. Il y a une hiérarchie, comme tu as dit, elle est connue en début de la saison. Et en fait, si tu la changes, même si sur la dynamique, Ketil Hogg mérite de continuer, il n'y a aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Il y a des choses qui ont été convenues. Alors, c'est pas en début d'année, puisque Hogg est revenu en janvier, depuis janvier. Et bon, mais voilà, il n'y a pas, sauf catastrophe, tu changeras pas. Voilà. Et puis. Oui, il y a la valeur marchande. Oui, puis il peut partir cet été en plus, donc pour le coup. Oui, les deux. Hein. Oui. Les deux, du coup, pour partir, je pense. Il y en a un des deux qui rapportera plus d'argent que l'autre, je pense. Maxence, t'en penses quoi de. Alors, Elliot, t'as pas quoi avec les cours là, non. Non, plus sérieusement, si Rest est à 100%, mettre Rest. S'il n'est pas à 100%, ne pas mettre Rest.
C'est mon Ok. intervention de la soirée. Mais est-ce que c'est possible de, ouais, comme tu disais, mettre un reste sur le banc S'il est dans le groupe, c'est qu'il peut jouer. Hein. Ouais, mais- Le OTF, on fonctionne quand même comme ça. Hein. C'est un peu modèle américain. T'es sur la feuille, t'es prêt à jouer, tu joues. ouais, mais Voilà, le c'est fait si tu que- peux jouer, tu joues. le fait que Carles dise il postule une place dans le groupe et ne dit pas il postule une place de titulaire, est-ce que c'est juste un élément de langage et il brouille les pistes ou vraiment vous y croyez pas et pour vous il est là? Mais en fait, c'est tellement logique. Enfin, il l'a fait. Enfin, c'est pas déjà arrivé ça. Non, mais de toute façon, en début de saison, il a remis. Si. Oui, Sur la quand blessure, quand il y a eu la. Dominguez. Non, mais sur la, Voilà. sur la J1, là, quand on sort des Jeux Olympiques, tout ça, etc., Reste est revenu immédiatement. Oui, Je vois pas pourquoi, là. Oui, mais ça n'a pas été une erreur déjà ça aussi à l'époque. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais je vois pourquoi les règles, elles changeraient en fait. Et le fait que tu es peut-être. Alors, si je pense que pour eux, il y a de l'enjeu et c'est normal. C'est des joueurs professionnels, ils sont dans un club professionnel, ils doivent encore essayer de viser sûrement eux, une place européenne. Mais bon, même s'il est un poil moins bien cette saison, Guillaume Rest, ça, je sais pas, ça reste ton numéro 1. S'il s'avère que pendant 2-3 matchs, il est peut-être moins bien, mais il retournera sur le banc et on sait qu'on aura Ketil Hogg voilà, qui est là. Parce que si tu ne le fais pas jouer et que jusqu'à la fin de saison, tu fais jouer à Hogg, bon, mais tu l'as un peu perdu définitivement, quoi. Après, pour te reprendre ce que tu disais sur le fait qu'eux, ils croient qu'ils jouent quelque chose, le coach, bon après, ça paraît facile à dire, mais en conférence de presse, a vraiment dit que lui... Mais ils doivent. Il y a l'objectif de... Là, en fait, on a un joueur d'adversaire qui joue devant nous, donc l'objectif, c'est de battre pour passer devant. Donc, Mais exactement. Et en et fait, ils tu es veulent dans toujours un club comme ça. pro, tu es dans un groupe, ils sont dans une bulle où eux, ils doivent s'accrocher à des objectifs. Tu ne peux pas, comment dire ça, tu ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Tu dois te fixer un tableau de marche et tu dois viser le plus haut possible. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche dans ce club-là. Donc évidemment que eux, ils doivent viser la 6 ou 7e place minimum. Ils doivent le faire. Moi, je dis juste que on va pas le faire. on pense que ça ne se fera pas et que de toute façon depuis le début il y avait très peu de chances que ça arrive voilà, et qu'aujourd'hui on est peut-être descendu petit à petit de 10 à 5 et puis peut-être maintenant qu'à 1 ou 2%, mais ils se doivent, tant qu'il y a 1% de chance, d'y croire et d'espérer, quoi. Voilà. D'ailleurs, je finis sur la conférence de presse ça a été évoqué aussi le match de Strasbourg. Pour le coup, vu que tous les joueurs après partaient, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui partaient en sélection, qu'il avait un groupe de 10 professionnels, donc qui ont fait aussi un entraînement allégé. Ils ont attendu que tout le monde revienne pour faire ce point-là, et on va dire un peu mental et analyse de Strasbourg et surtout de ce qui n'a pas fonctionné et passer rapidement à autre chose, puisque Tout le le match monde a avait eu pu lieu il y a souffler, 10 jours. quoi. Quoi. Voilà, donc ça fait du bien aussi, je pense, un peu de fraîcheur après. Après ce genre Des de fois, performance. après ça dépend. C'est toujours la coupure internationale. Quand tu es dans une spirale positive, c'est pas cool. Quand tu es dans une spirale négative, ça peut être bien, pour se régénérer. En parlant des internationaux, on avait 11 joueurs qui étaient en sélection. On a vu depuis le début de l'année, après cette trêve internationale, plusieurs scénarios, puisqu'on a eu plusieurs fois des joueurs qui n'ont pas été titularisés ensuite parce qu'ils avaient fait des longs déplacements. On peut penser à Soiseau, Caceres ou Mackenzie qui avaient fait un tour sur le banc sur le match suivant. D'autres, pour le coup, il y avait eu d'autres trêves, il n'y avait eu aucun changement et les internationaux qui avaient même joué le mercredi étaient alignés dès le match suivant. Ils ont joué quand, le Chili? Le Chili, c'était la nuit de mardi à mercredi, les deux équipes. Et il me semble qu'ils sont arrivés à l'entraînement de jeudi, si je ne dis pas de bêtises, sur les stories Instagram. Et on Oui, joue le oui. dimanche. Oui. On n'a plus qu'un match par semaine en plus. Mais du coup, à quoi vous vous attendez? Est-ce que ça va dépendre un petit peu des lignes? On peut commencer par la ligne d'arrière. Est-ce que Mackenzie et un Cresswell vont être alignés pour vous? Moi, j'ai mis le classique. Vas-y, je t'en prie. Non, mais Sidibé, Cresswell, Mackenzie, je voilà pas. Mackenzie, il a joué avec les États-Unis là, Oui. un peu. Les deux en entier. Le premier en grande partie, là j'ai plus en tête, et le second il joue une demi-heure, non? Oui, bon, il va jouer alors. Il a pas, mais c'est le voyage, mais en Oui, soi, c'est il le a pas voyage joué aussi. 2 fois 90 plus voyage, donc bon. Oui. Pourquoi pas, et voilà, mais je vois pas pourquoi tu changerais ça. Après, Donum, Soiseau, j'ai mis Soiseau, mais Soiseau, et alors Donum, non, il n'y a pas le voyage, mais Soiseau, quand il y a le voyage, peut-être que soit il le fait jouer 30, soit il le fait jouer 60 et sortir, et tu fais rentrer Messali, et tu changes de côté Donum. Souvent, il le fait comme ça. Soiseau, quand il rentre, et voilà, à voir Caceres aussi, comment il le gère au milieu, peut-être qu'ils auront un petit peu moins de temps de jeu, mais je les vois pas ne pas débuter, quoi. Encore une fois, si tu as un objectif en fin d'année, s'ils y croient vraiment, tu te dois de faire jouer la meilleure équipe possible, en gérant, oui, parce que
parce qu'à un moment donné, il faut pas non plus tirer sur la corde. Mais voilà, au moins 60-70 minutes de jeu. Et puis voilà, et après, il y aura encore des jours pour se régénérer. Et la semaine d'après, tu joues le dimanche aussi, non ? Samedi. Le samedi, bon, écoute, ça fait 5 jours de repos. Non, pardon, Marseille, c'est dimanche, excuse-moi, c'est dimanche 20h45. Oui, voilà. Il me semblait bien, oui, c'est le match de Lille après qu'il samedi. Voilà, donc il y a encore une semaine. Bon, voilà, tu as le temps de reposer un peu les corps. Mais la question, elle va. Enfin, tu te poses la question là pour les internationaux, mais c'est devant que c'est un peu plus le bordel, quoi. On va y venir sur devant, mais avant de te laisser la parole, Rémi, tant que tu y es, Mehdi, termine la compo pour qu'on puisse avoir l'idée de l'animation au milieu, du coup. Et ben du coup, Siro Caceres, ça j'aurais du mal à mettre autre chose. Et ensuite, Bo, Babika, King. D'accord. Donc ça, Donum Messali ou Donum Soiseau derrière, sur les ailes. Sinon, tu peux avancer. Ouais, je sais pas. Il y avait la question de King. King, ça fait longtemps. Donc, comment tu joues ? Est-ce que tu fous Babika plus haut ? Tu essayes Babika plus haut, tu montes Donum et tu mets Messali à droite. Ça peut exister. J'ai l'impression que c'est ce qui a été plus privilégié dans l'esprit de Carles comme remplaçant d'Abouklal, c'est Donum, j'ai l'impression quand même. Ouais. Et oui, mais alors le problème c'est que ou alors toi tu enlèves carrément Babika, du coup tu mets Donum plus haut et tu mets Messali en gardant King devant. Peut-être, je sais pas. Mais avant de débattre, toi Rémi, ta compo, est-ce qu'elle est proche de celle de Mehdi ou il y a des changements ? En fait, si je mets dans la tête de Carles Novel Martinez, celle de Mehdi, elle est totalement cohérente en fait, et je pense qu'à 95% de chance, c'est ça qu'on va avoir. Pour moi, la seule inconnue, c'est King, parce qu'effectivement, quand les joueurs revenaient de blessure, ils revenaient pas forcément toujours immédiatement. Je sais que rappelez, Siro a commencé a pas repris de suite. Enfin, Nicolas Sané a repris lui, mais il est reparti blessé. Donc il y a peut-être aussi ça. Je sais pas. Après, j'essaie de me mettre dans la tête. Mais après, le reste. Sidibé a pas repris direct, non ? Il fait une entrée, non, avant de. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est peut-être la seule inconnue. Le reste, il va peut-être faire une entrée du coup. Et là, le poste de gardien, c'est différent. Excuse-moi, je te fais chier, mais je pensais à ça. Mais voilà, après, ça, c'est ce que Carles Novel. Moi, après, derrière, j'aurais aimé, je suis putain, peut-être. Ça y est, je le vois venir. Partir sur peut-être des joueurs qui sont. Je le vois là venir. Attention. Attention. Cette match. C'est attention. Je le vois venir. Tu le vois le nom qui va arriver ? Non, mais. Est-ce que tu as un roulement de tambour avant ? J'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer, mais par exemple des Messali. À droite. Non, mais par exemple, on sait très bien que Beau est en fin de contrat dans un an. On sait très bien que Abouklal. T'en as pas marre de tourner autour du pot, Rémi ? Non, mais dis-le, qui c'est que tu veux voir ? Moi j'aimerais effectivement, mais je l'ai déjà dit ici, que des joueurs comme Canvo, comme Messali, comme Ndjouma, comme. Non, mais merci de nous avoir suivis. J'inclus tous ces joueurs-là. J'aimerais peut-être les voir un petit peu plus, effectivement, parce que je me dis que c'est pas peu tôt, qu'il y aura du temps. Le Reims, il y a Nantes. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait. Non, mais même. Encore une fois, j'ai pas dit. J'aimerais qu'on les voit un peu plus. Voilà, j'aimerais effectivement qu'ils rentrent peut-être plus rapidement en rotation, pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, parce que l'été prochain, il y aura du mouvement, quoi qu'il arrive. Je pense que peut-être pas la moitié, mais le gros tiers de l'effectif ne sera plus là la saison prochaine. Comme d'hab, ouais. Parce qu'il y a des contrats qui vont se terminer dans un an. C'est le cas de Siro. Enfin, j'essaie de reprendre un peu de loin ta composition d'équipe média. C'est le cas de Beau, c'est le cas de Siro, si j'ai bonne mémoire. Sidibé, c'est le cas de je sais plus. Sidibé, de toute façon, il a une option, donc il peut même se barrer cet été. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on peut pas commencer à en profiter ? Alors vous me dites que c'est tôt. Oui, c'est tôt. Oui. Mais je me dis que c'est plus facile peut-être dans des matchs comme ça, avec ce contexte-là, plutôt que des matchs à l'extérieur. Je sais pas. J'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer. Hein. J'ai dit que peut-être commencer un peu à travailler ton ossature de la saison prochaine. Mais du coup, tant qu'on est sur cette composition-là et qu'on va parler forcément d'un jeune qui est Noël Ndjouma, l'alternative à King, donc du coup, l'alternative à Magri, du coup, semble être King, parce que c'est le seul qui peut vraiment prendre la pointe au final. Ensuite, Beau à gauche, ça semble fait. Il est quand même revenu de blessure, puis il enchaîne plutôt bien. Donc en fait, la réelle question, c'est soit Babika, soit Donum plus haut, soit une surprise et Ndjouma. Voilà.
En vrai, c'est la seule, selon vous, c'est la seule vraie surprise de cette composition-là, où le reste, ça sera soit des choses qu'on a déjà vues. S'il est dans la gestion classique, il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Après, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas aussi sur les retours de sélection, les petits pépins, les petites choses comme ça. D'après ce que j'ai compris, Caceres, il a pris un pet au moral aussi sur le premier match. Oui. En ayant su donc voilà. Parce que pour voir comment ils reviennent. Nos 3 joueurs couloirs, pour le coup, reviennent en sélection. Pour le coup. Edjouma a joué avec l'équipe de France U20, Babika a joué avec le Gabon et Donum a joué avec la Norvège. Donc pour le coup, sur la fraîcheur, les 3 sont partis. Je ne vois pas Edjouma être titulaire, malgré ce que j'ai dit. C'est que je pense qu'avant ça, il y a l'option que dit Mehdi, c'est-à-dire Donum monte d'un cran et Messali qui a un peu d'avance par rapport à Edjouma. Je vois plus ça, et après en 9, King, Babika, King, Babika, voilà, vous débrouillez. Parce que vous connaissez mon avis. Ouais, pour le coup, est-ce que Babika encore sur le couloir, Babika va être 9. Babika sera 9 si jamais King est trop juste. Enfin, trop juste. Si on part dans ce principe-là, Babika sera 9. Même principe. Enfin, alors tu me dirais, ça fait quand même beaucoup de joueurs à gérer, mais en retour de blessure, King, tu peux te dire qu'il joue 60 minutes. Voilà. Oui. Pour le coup, King a fait une belle préparation. Enfin, je veux dire, lui, il reste en formation. De toute façon, on aura ou à l'inverse, il rentrera peut-être que 30. Il a raison. On aura de toute façon dans le match une alternative en fait au poste de numéro 9, parce que comme tu dis très justement, King fera ou 60 ou 30. Ça n'a pas le choix. On n'a personne d'autre. Jamais Juma, on sait que c'est pas un joueur de pointe. Donc ça sera Babika. Les remplaçants prennent tellement aussi d'importance et d'impact maintenant que sur les gestions de temps de jeu, etc., comment dire ça, que qui démarre, qui termine, voilà, c'est qui joue surtout le plus important. Et voilà, là honnêtement, ils auront tous du temps de jeu. Il faut qu'ils aient un impact quand ils sont là, quoi. Après, la question, c'est dans quel état sont certains joueurs, parce que moi je reste persuadé, je l'avais dit en rigolant avant Strasbourg, je me rappelle, mais enfin, moi je pense que certains, lundi, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé leur agent pour imaginer ce qui va se passer cet été, quoi. Donc ça, après, ça c'est du off, entre guillemets. Même le club, peut-être qu'ils sont pas forcément au courant, ils n'ont pas toutes les billes, mais t'inquiète pas, ils y travaillent depuis avant. Vous avez mais là c'est presque acté. Mehdi, tu joues au foot régulièrement, tu joues plus de la même façon quand même. Dans la tête, t'as des joueurs qui sont prêts à le faire, mais t'as des joueurs qui vont peut-être indirectement lâcher un petit peu, non? Je sais pas dans quel état d'esprit ils sont. S'ils y croient encore et qu'ils ont vraiment réussi à former cette bulle, et que Carles a bien fait passer le message avec ses adjoints, et qu'ils sont dans cette bulle-là, pour moi ils sont focus. Ils sont focus sur un objectif, même s'il est compliqué, ils sont focus sur le truc et ils y croient. Voilà. Et ça s'arrêtera le jour où ils y croiront plus vraiment, et où si à 3 journées de la fin tu as 7 points de retard, clairement c'est encore possible mathématiquement. Tu fais une contre-performance dimanche indirectement. Mais ça, de toute façon, chaque mauvais résultat maintenant acte la saison. Te rapproche d'un final de plus en plus long, voilà. Et chaque victoire te maintient pas loin de la surface, mais t'es pas vivant non plus, quoi. Parlons de dimanche un petit peu, cette équipe brestoise, comment vous la voyez? Parce qu'elle, pour le coup, elle est devant nous, donc elle peut encore jouer quelque chose. C'est pas folichon juste en regardant l'émission, je regardais un peu les derniers matchs. Alors il y a les deux matchs de Ligue des Champions aussi face au PSG, mais je crois que c'est sur les 7 ou 8 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire. 2-0 à domicile. Paquet de bons résultats à l'extérieur quand même. Je sais pas si tu as fait attention. Ils sont allés prendre des points à l'extérieur. Ça cale à la maison. Ils ont fait 0-0 contre Reims, quoi. Et un mois avant, 2-2 contre Auxerre. Mais par contre, à l'extérieur, si vous regardez les 3-4... Alors, j'exclus le match au Paris Saint-Germain où ils prennent un 5-2. Mais ils sont allés chercher à chaque fois quelque chose à l'extérieur. De toute façon, c'est le mal du foot moderne, meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Plus personne ne sait jouer au foot. Pour répondre à ta question, pour moi, Brest, c'est une très belle réussite. On prédisait, nous qui sommes loin, et on en parlera effectivement avec notre intervenant, mais beaucoup disaient qu'ils termineraient 15e, 16e, qu'ils s'écrouleraient, etc., etc. Ils ont eu un début de saison un peu compliqué. Pour un club comme Brest, de les jouer la Ligue des Champions, c'est tellement un danger, coucou Auxerre, que
À partir du moment où tu te maintiens en Ligue 1, c'est une saison réussie. Et au final, je considère que c'est ça. Mieux. Et ils font un poil mieux parce qu'aujourd'hui, ils sont 8e. C'est ça. Moi, je pense qu'à mon avis, les supporters brestois et Eric Roy et les joueurs signeraient de suite pour une 8e place. Quoi. Bien évidemment qu'on n'imaginait pas qu'il terminera encore en Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est une très belle saison, Brest. Hein. Eh bien, on va pouvoir en parler avec notre invité, puisqu'on a le journaliste Antoine Ripoche avec nous au téléphone. Comment ça va, Antoine ? Ça va et vous ? Ça va super, merci. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation, vraiment de dernière minute. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Antoine Ripoche, je suis journaliste au Télégramme à la rédaction de Brest et du coup en charge notamment du suivi du stade brestois à l'année, là, depuis le début de la saison. Donc j'ai vu un bon paquet de matchs, notamment le match aller contre Toulouse à Le Blé. Mais je ne serai pas au stadium dimanche, mais je suivrai ça d'un œil attentif. Comment tu juges du coup la saison brestoise qui vraiment a deux visages avec la parenthèse enchantée, la Ligue des Champions, plus la qualification, et le retour au championnat qui, comme on le disait un petit peu avant, a pu être un peu plus compliqué, mais au final vous êtes toujours en course pour la qualification. C'est sûr que, comme tu dis, ça a été une parenthèse qui a boosté un peu le groupe sur les résultats en championnat et en Coupe de France. Et en fait, quand tout s'était un petit peu arrêté à la même période, en février, avec le barrage perdu contre Paris, puis l'élimination en Coupe de France contre Dunkerque, qui a fait un peu mal aussi avec... je ne sais pas si vous avez le scénario en tête, mais ils gagnaient 2-0 à l'heure de jeu à domicile et ils perdent 3-2 sur 3 coups de pied arrêtés. Ça a fait un peu mal et depuis c'est vrai que ça ronronne un petit peu au niveau des résultats, ou en tout cas il n'y a plus la même dynamique de résultats qu'on avait observé pendant la Ligue des Champions. Mais sinon globalement, comme tu l'as dit, c'est une saison carrément positive. Là je vous entendais un peu parler avant. Effectivement, à partir du moment où ils sont assez vite hors du coup pour le maintien et qu'on est à parler à 8 journées de la fin d'une potentielle course à l'Europe dans laquelle ils sont encore dans les clous, on peut dire que la saison elle est largement réussie et tout le monde s'accorde à le dire au club en tout cas. Là c'est vraiment l'objectif de la fin de saison, la Coupe d'Europe, on est vraiment focus sur ça, ou c'est pas comme nous, parce que nous on va dire notre point de vue c'était un espoir rêvé où on s'est dit on pourrait prétendre à pouvoir y croire, donc quelque chose d'assez indirect. Vous pour le coup c'est quand même un mode on veut la jouer. Sur le papier, pas spécialement. Hein. Après, il y a le discours et il y a les actes, mais en réalité, quand tu prends l'effectif de Brest, le budget, toutes ces choses-là, et surtout les contraintes de calendrier, là, ils sont déjà à plus de 40 matchs joués, Brest, cette saison, et l'effectif qui n'a pas forcément l'habitude. Sur le papier, c'était pas l'objectif. Alors après, est-ce que ça l'est devenu ? Dans le discours, toujours pas. Eric Roy, comme les joueurs, ils parlent plutôt de top 10, là, pour le moment, qu'ils veulent verrouiller. Alors, est-ce que c'est assez stimulant, excitant pour les joueurs pour maintenir l'exigence jusqu'à la fin de la saison ? Je sais pas. Mais en tout cas, ils se refusent pour le moment à parler de course à l'Europe. En même temps, parce qu'il y a quand même un petit gap avec Strasbourg pour le moment. Mais ils veulent pas se donner cet objectif-là dans le discours, quoi. Mais la saison, elle est déjà réussie de toute manière. Avec l'image qui a été montré en Ligue des Champions et un maintien assuré tranquillement quand tu es Brest. On se rappelle d'Auxerre, ce qu'a fait Auxerre il y a une dizaine d'années, de descendre l'année où il jouait la Ligue des Champions. Tu te dis que, et en plus d'aller titiller les 10 premières places, c'est quand même une très bonne saison dans l'ensemble pour le Stade brestois, non ? Je suis complètement d'accord. Et là, honnêtement, ça fait aucun doute à Brest. Je peux te dire que l'ambiance, elle a pas du tout pris un coup par quoi que ce soit. Ça retombe pas en fait l'euphorie de la saison passée qui a été créée et qui a même été créée la saison d'avant avec le maintien et l'arrivée d'Éric Roy qui maintient un groupe qui n'était pas forcément au top. Derrière la saison où tu te qualifies en Ligue des Champions, tu la joues. En fait, même si là, ça comme on disait, c'est peut-être un petit peu plus en dedans au niveau des résultats, mais effectivement, c'est carrément réussi. Le stade est toujours plein à tous les matchs. Il y a un vrai engouement et ça retombe pas. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire perdurer sur la saison actuelle, là où il y avait le risque que ce soit trop compliqué, trop pour eux. En fait, non, la saison, elle est complètement réussie. Même si à la fin, ils terminent 10e, 12e, 13e, honnêtement, personne ne leur en voudra. Pour le match de ce dimanche, j'ai vu un petit peu le groupe, il y a des blessés et des suspendus, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y a eu la conférence de presse ce matin et puis l'entraînement avant auquel on a pu assister. Il y a Eric Roy faisait part de 7-8 absents à peu près. Donc il y a le capitaine Brendan Chardonnay qui a été touché aux côtes, 4 côtes cassées, qui ne sera pas là. En défense, il y a aussi Soumaïla Koulibaly qui est prêté par Dortmund et Pubalgie assez persistante. On ne va pas le revoir tout de suite non plus.
Jordan Amavi qui avait marqué d'ailleurs l'année dernière, la dernière journée, un but peut-être plus ou moins anecdotique pour Toulouse, mais un des buts qui avait permis à Brest d'aller en Ligue des Champions, qui sera blessé aussi. Jonas Martin, pour la faire vite. Abdallah Sima, il y a un doute, il était en sélection avec le Sénégal, on ne sait pas tout à fait dans quel état il est. Mama Baldé, Romain Del Castillo, eux, ils devraient bien être là alors qu'ils avaient loupé les dernières semaines de compétition. Et parmi les absents, qu'est-ce qu'on peut compter aussi? Je crois que c'est à peu près tout. Ibrahim Salah aussi en attaque, l'attaquant prêté par le Stade Rennais. Moi j'ai noté Aïdara et Magnetti suspendus, c'est bien ça? Ah oui, Aïdara et Magnetti sont suspendus effectivement. Aïdara a pris un rouge au dernier match, et Magnetti c'est des cartons jaunes. Tu t'attends à quoi comme match de la part des Brestois ce dimanche contre Toulouse? Je sais que la dynamique brestoise, comme on disait, elle n'est pas forcément au mieux, et surtout, comme on vient de le dire, il y a des absents, il y a des... Bon, eux, ils n'ont pas trop ce problème de retour de trêve que peut avoir plus Toulouse avec plus d'internationaux. Je pense que la trêve, elle a vraiment fait du bien, parce que là, il y avait un enchaînement de rencontres complètement dingue entre janvier, février et mars, où ils jouaient 2 matchs par semaine pendant toute cette période. Donc la trêve a forcément fait du bien, et là où ils étaient un peu à court de souffle, à court d'idées, forcément que là, ça a pu se ressourcer. Après, je sais pas trop... Je sais que le match aller, Toulouse n'était pas forcément encore tout à fait en place et on avait été presque un peu déçus de cette équipe toulousaine. En tout cas, la supériorité brestoise avait fait que sans trop de difficultés, même s'il y avait eu des occasions toulousaines et notamment un pénalty raté d'Aborlal, ça l'avait fait. En revanche, là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Cette équipe brestoise n'a pas vraiment retrouvé son allant et sa sérénité là dernièrement, donc surtout offensivement en fait, où ça pêche un petit peu. C'est quoi aujourd'hui, avec l'effectif que tu as, les points forts et les points faibles de l'équipe de Brest? Tu parlais du manque d'allant offensif juste avant là. Ouais, ça c'est le point faible actuel. On va dire que il y a Ajorc qui a 10 buts cette saison en Ligue 1, qui est le leader offensif clairement. Et autour de lui, il n'y a pas vraiment de monde pour le seconder un peu sur la ligne offensive. Je dirais que l'un des points faibles, c'est une ligne offensive qui s'est un peu cherchée cette saison. Parce que Del Castillo a fait une moins bonne saison que l'année dernière. Parce qu'il y a pas mal de recrues aussi. Il y a Sima, il y a Salah. Alors Sima marque pas mal, mais au final, en Ligue 1 moins. Donc il y a ça, il y a la dynamique offensive qui est parfois un petit peu en baisse. Et puis sinon, dans les points forts, je dirais que c'est clairement... là, ça va pas concerner le match de ce week-end, mais à domicile... en fait, depuis l'arrivée d'Éric Roy, la majorité des points, le travail, il est carrément fait à domicile. Assez peu de faux pas contre des petites équipes, des équipes, on va dire, de bas de tableau. Donc là, c'est pas forcément le cas aussi pour le match de ce week-end, mais en tout cas, on va dire que c'est une équipe qui est globalement forte contre les faibles et faible contre les fortes. Donc il y a aussi ça dans les points faibles, c'est que les gros rendez-vous, et c'est notamment ce qui attend Brest en cette fin de saison. Ils ont parfois du mal à les négocier en fait. Ils ont du mal à s'offrir des grosses prestations contre des gros calibres du championnat. Bon, du coup, on mise tous le 0-0, c'est ça? D'après ce que je comprends. Écoute, moi c'est mon prono en tout cas. Ah Je pense que ça va plus verrouiller, même si en défense Chardonnay est pas là, et ça c'est pareil, c'est le taulier, c'est le capitaine. Forcément il y aura une charnière bis. On attend Ndiaye et le Cardinal qui sont normalement les numéros 3 et 4 dans la hiérarchie en défense centrale. Mais pour autant, je sais pas, je connais moins l'allant offensif toulousain actuel, mais en tout cas, je pense que Brest, il va pas forcément... Le seul mec qui met des buts, les 4 derniers buts, il est suspendu, Franck Magri. Ah oui, c'est Franck Magri, voilà. J'ai vu ça. Ça va peut-être pas aider pour le spectacle. Cela dit, avec Brest, ce qui est bien, c'est que les matchs sont assez difficiles à lire aussi, donc je peux pas m'avancer, mais le 0-0 est pas si idiot, en tout cas. Comment tu juges, toi, le TFC depuis ta Bretagne? Écoute, le peu que j'en ai vu, moi je trouve que c'est une équipe, s'il y a un mot, je dirais intelligent, quoi. Ça travaille bien. J'ai pas un œil à viser sur ce qu'ils font tous les week-ends, mais c'est sûr que c'est pas dans les budgets, les masses salariales. Là, on voyait encore dans les salaires de l'équipe, là on voyait que c'était plutôt cohérent en fait. Il y a pas vraiment de stars, il y a pas vraiment de noms très ronflants, et pour autant de ces noms un petit peu anonymes qui rejoignent le club l'été. En fait, on se retrouve avec une ossature qui paraît faire du bon boulot quand même, en plus en proposant plutôt du jeu, si je comprends bien. Donc c'est assez enthousiasmant d'avoir ce genre d'équipe dans le championnat. Moi je suis assez partisan de tout ce qui est recrutement un petit peu original, axé sur la data et tout ça, donc je trouve ça sympa d'avoir ce genre d'équipe en Ligue 1. Allez, une question qu'on pose à chaque invité adverse. Voilà, c'est un petit cadeau bonus. Si tu pouvais nous prendre un joueur gratuitement. Voilà, c'est une fenêtre de mercato ouverte.
qui c'est que tu prendrais dans l'effectif actuel du TFC? Là, le choix de facilité, ce serait Abourlal, parce que je pense que c'est celui qui a le plus de talent offensivement. Et puis ça correspond aux besoins, ouais. Bah ouais, c'est clair. Après, je sais que c'est un joueur. Il y a un autre joueur qui est pas forcément des plus titulaires, mais j'avais été assez emballé quand je l'avais vu jouer. C'est Gbo. Je sais pas si je dis une énorme saucisse en disant ça, mais il est très spectaculaire et quand on le voit peu jouer, il y a beaucoup de monde qui viennent au stadium et qui sont assez impressionnés, qui se disent que c'est exceptionnel. Mais c'est un joueur qui fait pas beaucoup de stats, par exemple, qui fait pas beaucoup de passes, de buts, donc bon. Il est précieux quand même. Oui. Non mais il revient bien. C'est un bon joueur, hein, Oui. mais c'est voilà. Bah écoute, moi, allez, pour changer, je vais dire lui, parce que j'aime bien aussi ce genre de joueur un peu frisson, qualité technique un petit peu au-dessus de la moyenne. Et il en manque aussi un petit peu des dynamiteurs à Brest, un peu dans ce style, donc je le prendrai. Bon, du coup, on va passer au prono, donc t'as déjà entendu, pour toi ça sera un 0-0 du coup. Ouais, je reste là-dessus, hein. Désolé, c'est pas très sexy, hein. J'espère avoir tort, mais je vais jouer la sécurité. On va demander à l'équipe en plateau. Elliot, ton prono, qu'est-ce que c'est pour ce match? Je vais pas aller dans le sens d'Antoine, je vais dire 2-1 pour le TEF. Et pour les buteurs, Beau et Siro. Ok, optimiste ici. Mehdi? Juste pour pas dire le 0-0, parce que je le vois aussi arriver gros comme une maison, je vais dire un partout. Et le buteur, parce qu'il faut en donner un chez nous. Putain, non, il marquera pas. Il marquera pas lui non plus. Donum. Ok, ça allait vite. Non, Cresswell, pardon. Cresswell, ok, changement. Rémi? Juste pour rester fidèle au prono que j'ai mis avant d'arriver à cette émission, et parce que j'ai la même personnalité que Mehdi, j'avais dit un partout. Également, avec un but que enfin je souhaite qu'il arrive, c'est justement Yann Beau. Parce qu'un jour ça va arriver. Ok. T'as pas dit Juma? Non, moi j'ai marqué Bah Beau. tiens, je le prends à Juma. Victoire 1-0 à l'arraché complet, Juma dans le temps additionnel. Voilà, pour être un petit peu le positif du groupe, parce qu'Eliott ne compte pas, il ne regarde pas les matchs. Merci beaucoup Antoine d'avoir pris le temps de nous présenter le stade brestois, puis bon match dimanche et bonne fin de saison. Et ben avec plaisir, à vous aussi, bonne fin de saison. Merci, bonne soirée. Salut. Salut.